Bonjour à toutes et tous, sur Zoom et dans la salle. Désolée pour le problème technique, on a eu des soucis pour faire rentrer Marc Di Maggio, donc il y a toujours, on a des problèmes techniques, donc il va essayer de nous rejoindre en cours de séminaire, mais rien n'est dit. Donc en attendant qu'il arrive, j'assure l'intérim de la présentation. Donc aujourd'hui, pour cette troisième séance des ateliers d'histoire du communisme pour l'année 2025-2026, on se retrouve pour une séance consacrée au mouvement des femmes pendant le Front populaire. Et donc, on aura trois interventions. Une première intervention de Daria Diakonova, qui est à côté de moi. Une deuxième intervention de Benoît Kermol. Et une troisième intervention de moi-même, Louise Burg-Palmieri. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse chacun nos présentations. Est-ce que vous voulez qu'on fasse chacun nos présentations et un petit temps de questions et après une discussion générale? On peut faire ça? On peut se dire 30 minutes 25 à 30 minutes de présentation, après 10 minutes de questions et on enchaîne et à la fin, on prend 45-40 minutes de questions générales, enfin de discussion générale, si ça vous va. On peut faire ça. Donc, on va tout de suite commencer par la présentation donc de Daria, qui est en ce moment à la Sapienza à Rome et qui va nous présenter une communication intitulée Une alliance complexe, le mouvement des femmes communistes internationales et la stratégie du Front populaire. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde, ici ou ailleurs sur Zoom? Super. Oui, ok. Euh, oui, merci beaucoup, Louise, pour cette invitation et la possibilité de parler du mouvement international des femmes communistes et de de la manière dont elles se sont organisées au niveau international euh, durant le Front populaire antifasciste. Je vais insister sur l'aspect antifasciste du Front populaire et des activités de ces femmes, mais aussi de l'impact que le Front populaire a eu sur euh, les politiques générales des femmes communistes elles-mêmes. Alors, pourquoi l'antifascisme a été important pour ce mouvement des femmes communistes? Euh, Parce que, en fait, elle voyait les régimes fascistes en Allemagne, en Italie et ailleurs comme mobilisant des idéologies sexistes, glorifiant la maternité, mais tout en restreignant les droits des femmes, surtout des ouvrières, leur accès à l'avortement, aux prestations sociales. Euh, voilà, donc c'était hmm, le fascisme représentait un vrai menace pour ces femmes communistes. Euh, donc euh, Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les discussions. Je vais utiliser comme source de cette présentation les discussions qui ont eu lieu dans le secrétariat international des femmes communistes. C'était un organe principal de coordination internationale du mouvement, donc une sorte d'exécutif du mouvement des femmes communistes qui était basé à Moscou entre 1922 et 1935. Euh, et est-ce que je peux te demander de... Voilà, je vais faire une sorte d'introduction pour expliquer un peu ce que c'était en fait ce mouvement des femmes communistes, parce que il reste au niveau international en tout cas assez peu connu. Pour parler ensuite des politiques précoces du début des années 30, euh, les politiques du Front populaire de ce mouvement des femmes. Euh, de ce qui se passe entre 35 et 36, 37 plutôt, avec le congrès des femmes contre la guerre et le fascisme, et ensuite ce qui suit est la guerre d'Espagne. Et finalement, je vais finir par parler euh, de, des aspects plutôt ambigus
de ce Front populaire pour les femmes communistes. Mais tout d'abord, je vais dire quelques mots sur le mouvement lui-même. Et donc, le mouvement est né en 1920 à Moscou, après la fondation du Comintern en 1919. L'objectif du mouvement était d'intégrer les femmes au Parti communiste, de les former comme cadres et dirigeantes, afin qu'elles puissent réaliser leur propre émancipation et la transformation socialiste. L'émancipation des femmes était considérée comme une composante intégrale de la transformation socialiste. Le programme du Comintern et du mouvement des femmes communistes était assez progressiste, pour leur époque surtout, et incluait l'égalité totale entre hommes et femmes dans le droit et dans la pratique, l'intégration des femmes dans la vie politique, économique et sociale, les mesures sociales pour alléger le charge du travail domestique et des soins aux enfants, l'éducation et les soins médicaux gratuits pour les femmes, et l'aide sociale pour les femmes enceintes et les mères. Non, en fait, on peut rester là, je crois. Donc, dès 1922, presque tous les pays européens où les partis communistes pouvaient fonctionner légalement avaient mis en place des structures pour les femmes. Tout au long de la décennie, des sections ou départements féminins des partis communistes sont apparus également en Asie et en Amérique du Nord. Des conférences annuelles ou biannuelles internationales et le secrétariat international des femmes. Vous avez quelques détails sur... non, en fait, il faut rester... Pardon. Vous avez quelques détails sur le secrétariat ici. Clara Zetkin, que vous voyez là, était à la tête du secrétariat dès le début jusqu'à sa mort en 1933. Alexandra Kollontai, qui certains d'entre vous connaissent certainement, était aussi l'une des figures clés de ce mouvement international et du secrétariat. Donc, le secrétariat était basé d'abord à Moscou, puis pour quelques années à Berlin, puis de nouveau à Moscou, et a assuré entre 1920 et 1935 la coordination internationale de toutes les campagnes. Et en fait, c'est au sein de ce secrétariat que les représentants des différents pays se réunissaient également d'une manière plus ou moins régulière durant toute cette période. Et donc voilà, je vais parler de quelques discussions qui ont eu lieu au sein de ce secrétariat. Les campagnes que le mouvement des femmes communistes organisées tout au long de la période de l'entre-deux-guerres, portaient sur une variété de questions concernant les femmes, mais aussi la politique communiste en général. Et j'ai quelques... Oui, on peut passer. Non, en fait, avant. Voilà, très bien. Voilà. Donc, vous voyez, il y avait toute une liste de campagnes organisées au niveau international, telles que la relance de la Journée internationale de la femme, l'égalité salariale pour un travail égal, la lutte contre les licenciements discriminatoires, la promotion des femmes à des postes de direction dans les partis communistes et les syndicats, la transformation du travail domestique et des soins aux enfants en une industrie sociale, les campagnes pour les droits reproductifs et le soutien social aux mères et aux enfants, et bien sûr aussi tout ce qui est la lutte contre l'impérialisme, le colonialisme et l'antifascisme qui va notamment être très important pendant le Front populaire. Donc, au début des années 20, le mouvement était relativement indépendant du Comintern. Alors que le Comintern changeait ses politiques, notamment envers les sociodémocrates en 1928, avec ce qu'on appelle dans les études du Comintern le tournant à gauche. Ah oui, Comintern, c'est l'international communiste. Je vais utiliser ce terme-là. Donc, pendant ce changement, cette tournure,
ce tournant, les femmes communistes suivent avec une certaine réticence et de manière sélective la politique de classe contre classe. En fait, c'est une politique qui interdisait toute collaboration avec même les sociodémocrates, mais d'une manière générale avec des représentantes de la classe non ouvrière. Donc, en effet, malgré cette politique, certaines coopérations avec les socialistes restent tout au long de cette période qui inclut les années entre 1928 et 1934. Et la plupart des femmes du mouvement des femmes communistes étaient plus que désireuses de raviver ou de renforcer, dépendamment des contextes nationaux les collaborations avec d'autres mouvements de gauche et au-delà à la fin de 1934. Lorsque l'idée du Front populaire a commencé à gagner du terrain, non seulement en Europe, mais aussi à Moscou. Donc, je ne vais pas trop parler du Front populaire. Je suis sûre que vous connaissez le contexte. Donc, vous avez la montée des fascismes, un peu, enfin, des partis du type fasciste en Europe pendant l'entre-deux-guerres, avec les fascistes qui arrivent au pouvoir en 1922 en Italie. Ensuite c'est le parti nazi qui arrive au pouvoir en 1933 en interdisant les partis communistes, en écrasant les sociodémocrates et en établissant une dictature à parti unique en juillet 1933. En même temps, en 1931, le Japon envahit la Mandchourie. Et voilà, donc les dirigeants des partis communistes européens commencent à avoir une vraie nécessité de s'organiser avec d'autres mouvements de gauche, de s'unir avec d'autres mouvements de gauche pour lutter contre cette montée des fascismes. Et au sein du Comintern, ce sont des partis français et tchécoslovaques dirigés par Maurice Thorez et Clément Gottwald, qui ont poussé Moscou à abandonner sa politique sectaire de classe contre classe et à former plutôt une alliance antifasciste avec les sociodémocrates. Donc ça, en fait, ça commence déjà en 1933. Cependant, la direction du Comintern, à ce moment-là, rejette cette proposition. Cette réticence initiale du Comintern n'a pas toutefois empêché les dirigeants communistes nationaux et locaux de poursuivre les alliances antifascistes en 1933 et 1934. Alors que oui, c'est bon. Alors que Georgi Dimitrov, un éminent communiste bulgare et antifasciste, devenu un nouvel avocat du Front populaire, s'élève pour diriger de facto le Comintern, Staline approuve ces initiatives françaises et tchèques initiales. Et en France, cela aboutit à un pacte d'unité d'action avec les socialistes en juillet 1934. D'ici la fin de l'année, des figures clés du Comintern, comme Manuilsky et Togliatti, ont plaidé pour des appels élargis aux populations rurales et petites bourgeoises. Finalement, le leadership du Comintern a officiellement adopté le slogan du Front populaire en janvier 1935. Et cette nouvelle politique a été ratifiée au 7e congrès du Comintern en juillet-août 1935. Donc, la politique, grosso modo, donnait la priorité aux revendications immédiates des travailleurs, sanctionner les alliances avec les forces de gauche, de centre-gauche et même centristes, parfois, et accorder aux partis nationaux une plus grande autonomie pour lutter contre le fascisme. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes? Je crois qu'on peut passer. Oui, donc je passe donc à ma première partie là. Non, en fait, Ici. celui avant. Et avant, c'est quoi? Non, en fait, oui. Voilà, super, merci. Au niveau des femmes,
En fait, le mouvement des femmes a compris et théorisé le danger du fascisme dès 1922, donc dès l'arrivée des fascistes au pouvoir en Italie. Clara Zetkin, notamment, qui était à l'époque dirigeante du secrétariat international des femmes, prononce en 1923 un long discours au plénum de l'exécutif du Comintern, où elle, tout d'abord, définit le fascisme. Et en fait, sa définition va servir de base à la définition de Dimitrov de 1935. Et elle a également, comme vous voyez de cette deuxième citation, elle a également insisté sur l'importance d'un front uni assez large contre le fascisme. Enfin, c'est clair qu'à l'époque, tout ça se passe dans le cadre de la politique du front uni qui était pratiquée à ce moment par le Comintern à partir de 1921-23. Donc, on n'est pas encore dans cette période de classe contre classe, mais juste pour dire qu'il y avait cette idée du danger du fascisme et de la nécessité de s'unir pour s'y opposer chez les femmes et notamment chez Zetkin en 1923. Alors, mais je reviens aux années 30. Dans les années 30, le mouvement des femmes communistes a anticipé le changement de tactique qui allait se produire, ouais, parce que les femmes communistes étaient au courant des discussions au sein des plus hautes instances du Comintern avant que le présidium de l'exécutif n'adopte officiellement les nouvelles tactiques. Le mouvement des femmes communistes était en réalité un adepte de longue date de l'antifascisme et du Front uni, ce qu'on appelait le Front uni par un bas, c'est-à-dire le Front uni avec les membres de la base des organisations féminines socialistes et social-démocrates. Dans le fond, dans le but de gagner ces femmes-là au communisme. La discussion sur le passage au Front uni par un haut est naturellement entrée dans les débats du secrétariat dans les années 30. Et je vais vous donner quelques exemples concrets issus des discussions au sein du secrétariat, de ces initiatives précoces qui ont lieu bien avant l'adoption officielle du Front populaire par le Comintern. Par exemple, en mai 1933, le secrétariat, qui ne disposait plus à cette époque de revue internationale, envisageait d'en lancer une. Cette nouvelle revue était conçue comme une publication quadrilingue qui intéresserait les femmes appartenant à différentes couches sociales et orientations politiques. L'idée était que cette nouvelle revue ne parlerait pas seulement du lien entre l'émancipation des femmes et la lutte révolutionnaire, mais inclurait également une section littéraire avec des histoires et des articles sur le nouveau mode de vie des femmes, sur le socialisme, la maternité, le mariage. Donc, une publication qui serait orientée vers un plus grand public, prolétarienne comme non prolétarienne. C'est vraiment l'idée de ces discussions à ce moment-là. Et l'autre idée, c'est que voilà, cette publication, cette revue va aussi unir les femmes pour la lutte antifasciste. L'agenda antifasciste que le mouvement des femmes communistes promouvait depuis 1922 a reçu un nouvel élan dans les slogans pour les célébrations du 8 mars 1934, discutés lors d'une réunion du secrétariat en décembre 1933. Ces discussions incluaient des thèmes tels que la comparaison de la situation des femmes dans les États socialistes, capitalistes et fascistes, en soulignant les conséquences négatives du fascisme pour les femmes et lié à cela la nécessité du Front uni pour lutter contre le fascisme et sortir toutes ensemble et donc sortir de la crise. Alors, je crois que je peux aller à mon deuxième point. Voilà, donc l'un des événements clés de cette époque, c'est le Congrès mondial des femmes contre la guerre et le fascisme,
Et donc, en fait, le mouvement, comme je crois que vous le savez sans doute, le Comité mondial contre la guerre et le fascisme, le comité général hein, qui inclut les hommes et les femmes, et la Ligue contre la guerre et le fascisme sont soutenus et promus par le Comintern à partir de 1932. Euh, et évidemment, les femmes décident, pas évidemment, mais les femmes décident d'organiser aussi leur propre congrès et comité euh, contre la guerre et le fascisme qui va rassembler surtout les femmes et parler surtout des problématiques liées aux femmes dans ce contexte du fascisme. Et ce congrès mondial, là, je vous ai mis la référence pour un livre assez récent sur le congrès. Jasmine Culver a travaillé sur les documents des congrès qui ont eu lieu entre 34 et 41. Donc, moi, je ne vais pas trop aller là-dedans. Moi, je vais me concentrer sur les discussions, encore une fois, dans le secrétariat, après et autour de ce congrès. Donc, juste un petit rappel, le congrès rassemble plus de 1000 délégués de 26 pays et 400 invités. La plus importante délégation était française puisque le congrès se passe à Paris en août 1934. Mais il y a également tels pays représentés comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, l'URSS, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Tchécoslovaquie, les pays scandinaves, la Pologne, les pays des Balkans, Cuba, Argentine, Mexique, Indochine et Indonésie. Donc, vraiment très, très international. Il est intéressant de noter que seulement 100 délégués étaient membres du Parti communiste. Les autres appartenaient à divers mouvements, tels que les organisations des femmes socialistes. D'ailleurs, cela, malgré la désapprobation de l'international socialiste quant à la participation de ses membres féminins. Donc, il y a des socialistes, il y a des libérales, il y a des pacifistes, il y a même des représentantes des organisations religieuses. Initié largement par les activistes communistes au sein du vaste mouvement antifasciste Amsterdam Playel et dirigé par les figures telles que la féministe française Gabrielle Duchesne, qui était aussi un membre non partisan du Comité international d'Amsterdam, ce congrès visait à construire un front uni des femmes contre la double menace de la guerre et du fascisme, en particulier la montée du nazisme en Allemagne. Il a abouti à la création du Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme, qui a coordonné les campagnes internationales des femmes tout au long des années 30. Jasmine Culver en parle dans ce livre. Alors, maintenant, revenons au secrétariat à Moscou. Je crois que peut aller. Oui, voilà. Donc, lors d'une réunion tenue le 22 août 1934, suite au congrès, Klavdia Kirsanova, vous voyez sa photo ici, c'est une révolutionnaire bolchevique de premier plan, très connue en Union soviétique et ailleurs, qui devient directrice du secrétariat international des femmes après la mort de Clara Zetkin en 1933 et qui a représenté le secrétariat au Congrès de Paris. Et là, comme vous voyez de la citation, elle réitère l'importance de l'unité sur la base de la lutte commune contre la guerre et le fascisme, qui devait être liée aux luttes économiques des femmes. Et comme vous voyez de la citation, son approche était également très pragmatique. Donc, nous devons nous devons exiger que le parti établisse des liens solides entre les femmes communistes avec les femmes non prolétariennes, intellectuelles, pacifistes et autres. Nous devons mettre fin à l'arrogance communiste. Les femmes des couches non prolétariennes ont de l'argent,
la presse et elles nous aideront. Nous devons en finir avec le sectarisme envers les femmes non prolétariennes. Un rapport sur le congrès préparé soit par Kirsanova, soit par Yelena Stasova, une autre bolchevique et révolutionnaire éminente, et l'une des principales organisatrices du mouvement antifasciste des femmes, mentionnait également. Je cite, je pense que le principal succès du congrès est qu'il nous a permis d'approcher ces couches de femmes avec lesquelles nous n'avions auparavant aucun lien, en faisant référence aux féministes et pacifistes. Par la suite, dans une lettre marquée comme secrète et envoyée par le secrétariat aux diverses sections féminines des partis communistes, en septembre 1934, le secrétariat donna des instructions spécifiques sur la nature des activités antifascistes et les particularités dans chaque pays. Mais pour tous les pays, l'accent devait être sur trois éléments. Premièrement, le travail légal des comités des femmes anti-guerre et antifascistes, l'action commune avec les organisations de femmes non prolétariennes, et troisièmement, les slogans contre la militarisation des enfants et de la jeunesse. Et je vais vous donner quelques exemples de ces instructions. Pour l'Espagne, par exemple, les directives parlaient de l'importance d'attirer les intellectuels. Pour la Grèce, l'accent devait être mis sur l'engagement des paysannes. Pour la Bulgarie, sur l'importance d'impliquer les organisations bourgeoises. Pour la Roumanie et le Danemark, l'importance d'attirer les intellectuels influents et d'autres femmes non prolétariennes et utiliser la presse non prolétarienne. Pour la Norvège, il fallait renforcer les liens avec les intellectuels, les militantes syndicales réformistes, les social-démocrates, les membres femmes des coopératives, les organisations culturelles de femmes et des sociétés de tempérance ou sociétés de lutte contre la tuberculose. Pour la Suède, on recommandait de renforcer les liens avec les enseignantes, étudiantes, écrivaines, pacifistes, organisations de femmes chrétiennes et caritatives, ainsi que les paysannes. Pour le Royaume-Uni, la directive était de renforcer les liens avec les organisations pacifistes, chrétiennes et catholiques, aussi bien que les étudiantes et les écrivaines. Pour les États-Unis, la recommandation était de tendre la main aux organisations catholiques. Ces instructions ont été vraisemblablement élaborées à partir des analyses et des études que les femmes communistes ont fait dans les différents pays et ont ensuite envoyées ou présentées lors des réunions du secrétariat international. Dans ces rapports, pour 1934, y compris sur les États fascistes contre l'Allemagne et l'Italie, on a souligné le lien entre la lutte contre la guerre et le fascisme et la situation précaire des ouvrières et des mères travailleuses, que les régimes fascistes s'employaient à exclure du marché du travail pour les renvoyer au foyer domestique. Donc, il y a ce discours sur comment le fascisme, ce discours est très présent sur le fascisme qui déprive les femmes de leur droit au travail et les prive de leur donc indépendance économique. Il faut aussi dire que pas toutes les initiatives d'action unie antifascistes des femmes communistes réussissent. Souvent, les organisations des femmes sont réticentes envers les revendications jugées trop radicales. C'est l'exemple du Congrès international de la Guilde coopérative des femmes qui a été tenu à Stockholm, en Suède, juste après le Congrès de Paris en 1934, qui a aussi accepté une délégation des femmes communistes, surtout soviétiques. Mais ces femmes-là n'ont pas eu trop de succès au sein de ce congrès. Cela dit, ce que je trouve important à souligner ici, c'est que tout ça, toutes ces activités se passent en 1933 et dont je parlais tout à l'heure, se passent en 1933-34.
Donc, vraiment avant l'adoption officielle du Front populaire par le Comintern, qui arrive en décembre, en décembre 34, janvier 35, et ensuite, comme j'ai dit, comme j'ai expliqué avant, ratifié par le 7e congrès en juillet 35. C'est pourquoi, je crois, qu'un rapport que le secrétariat a préparé en octobre 34 pour le présidium du Comintern, qui devait se tenir en décembre. Alors là, dans ce rapport, les femmes communistes utilisent toujours cette rhétorique et vocabulaire de la troisième période, c'est-à-dire de la classe contre classe. Dans ce rapport, on insiste d'abord sur le rôle de plus en plus important des femmes dans le monde d'œuvre, mais aussi en politique. Le rapport a mentionné ensuite que les organisations bourgeoises comprenaient le rôle que les femmes pouvaient jouer en approchant et approcher les masses féminines, je cite, en profitant de leur retard économique, de leur religiosité et de leurs préjugés bourgeois. Fin de citation. L'Internationale socialiste poursuivait le rapport utilisé, quant à elle, l'opportunité d'attirer les femmes dans ses rangs. Je cite encore, ainsi les détournant de la véritable lutte des classes contre le fascisme. Et dans ce rapport, le secrétariat ne manque pas non plus l'occasion de critiquer les directions des partis communistes dominées par les hommes qui, selon ce rapport, malgré les décisions du 6e congrès du Comintern, avaient, je cite, considérablement reculé dans leur soutien au travail parmi les femmes. Les partis sont donc, selon le rapport, responsables du fait que la bourgeoisie s'est emparée de l'esprit des femmes, les transformant en soutien de la bourgeoisie. Bon, je vais juste dire quelques mots maintenant sur la guerre d'Espagne. Malheureusement, j'ai pas grand-chose, j'ai pas énormément de documents sur ce sujet. Bon, la guerre d'Espagne, je crois il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'était. Vous connaissez tous sans doute l'histoire. Juste pour peut-être souligner la différence de réaction envers la guerre entre l'Union soviétique, le gouvernement soviétique et le Comintern. L'Union soviétique va commencer à aider les républicains espagnols qu'en octobre, tandis que le Comintern, à travers le Profintern, son organisation auxiliaire des syndicats rouges, lance des campagnes de collecte de fonds et approuve la création d'unités de volontaires étrangers. Et donc, ce plan se matérialise en septembre 1936 avec la création des brigades internationales. Donc là, j'ai cité deux livres qui parlent d'un côté de la participation des femmes aux brigades internationales, mais aussi le livre de Bridget Studer sur les femmes qui participent d'autres manières pour aider les républicains. Moi, ce que j'ai trouvé dans mes documents du secrétariat, c'était les correspondances entre en octobre 1936 entre Maria Krylova. Malheureusement, on ne peut pas trouver beaucoup d'informations sur elle, ni de photos. C'est une ancienne chef adjointe du secrétariat et responsable en 36 du travail parmi les femmes au sein du Comintern, qui écrit aux femmes communistes en Belgique au sujet de l'appel lancé aux ouvrières du textile en URSS pour aider les femmes et les enfants espagnols, qui avait permis de collecter 14 millions de roubles, ainsi que d'envoyer 3 bateaux doublés de vivres au port d'Alicante. Donc ça, c'est déjà en octobre.
elle rajoute que, je cite, l'argent coule sans cesse chaque jour. Et en fait, tout au long de 36 et 37, ce type de collecte de fonds parmi les femmes communistes se poursuit, et pas non seulement communistes, mais aussi d'autres femmes qui partagent la cause antifasciste et soutiennent les républicains espagnols, va se poursuivre sous la direction des femmes communistes dans d'autres pays. Et dans cette pratique, le mouvement des femmes communistes s'inspire de leur propre expérience durant la guerre civile en Russie, au début des années 20, quand les femmes communistes ont mis en place une campagne internationale de collecte de fonds, mais aussi de la nourriture, des vêtements pour les femmes et les enfants dans les régions soviétiques particulièrement touchées par les hostilités et la famine. Et j'ai un article sur ce sujet qui sort en février. Alors, voilà. Et je crois que je peux passer à mon troisième point. Et ici, je veux parler de quelques ambiguïtés du Front populaire pour les femmes communistes. Donc, la stratégie du Front populaire a sans doute permis aux femmes communistes de collaborer avec un large éventail d'organisations de femmes non communistes et non prolétariennes. Cependant, cette coopération a créé une réalité double. D'un côté, elle a élargi l'influence du mouvement des femmes communistes, mais d'un autre, elle a conduit à une déradicalisation de son agenda. Parce qu'en fait, il fallait coopérer avec des mouvements de centre-gauche, de centre, les bourgeoises, les religieuses. Enfin, on ne peut pas promouvoir l'avortement euh, devant les groupes de femmes catholiques. C'est vrai aussi que le recul de l'URSS lui-même sur les politiques féminines, incluant la fermeture du département des femmes du Parti communiste soviétique, le Genodel, en 1930, et l'interdiction de l'avortement en URSS lui-même en 1936 a accéléré vraisemblablement ce changement. Mais il y avait aussi des dynamiques purement frontistes, on peut dire, du Front populaire, qui ont provoqué cette déradicalisation. Donc, en quoi ça a consisté? Cette déradicalisation a concerné certains aspects liés à la conceptualisation du genre et de la politique du genre. Et l'un de ces aspects a été l'évolution de la position sur l'avortement. Là, permettez-moi de vous donner quelques éléments de la position radicale initiale des femmes communistes sur l'avortement, mais aussi maternité, etc. Donc, le mouvement des femmes communistes promouvait depuis 1920 la légalisation de l'avortement et l'accès à des avortements gratuits et médicalisés pour toutes les femmes, tout en luttant contre les lois anti-avortement qui existaient alors dans la plupart des pays européens et au-delà. Parallèlement, il exigeait des congés de maternité payés de 16 semaines, un soutien étatique aux mères et aux familles et la socialisation de la charge de soins et de la garde des enfants. Vous avez toutes ces revendications, la liste des revendications qui étaient très, très progressistes pour cette époque. Alors, revenons aux réunions du secrétariat. Donc, lors de 2 réunions, en juillet 1935, les représentantes soviétiques, américaines, allemandes, suédoises, françaises, bulgares et grecques ont eu une discussion approfondie sur les questions de l'avortement, de la contraception et de l'aide de l'État aux femmes et aux familles. Une déléguée soviétique a ouvert le débat en soulignant que les fascistes utilisaient les politiques natalistes pour séduire les femmes, tout en pratiquant un contrôle démographique eugéniste. En Allemagne nazie, même si les lois anti-avortement étaient maintenues, l'avortement était encouragé pour certains groupes comme mesure hygiénique.
Elle a noté aussi que la stérilisation forcée était pratiquée en Allemagne, tandis qu'une stérilisation volontaire pour les femmes chômeuses a été pratiquée dans les pays scandinaves et aux États-Unis. En effet, c'était le cas, en tout cas dans certains pays et certains États des États-Unis. Ensuite, selon elle, dans ce contexte, la position pro-avortement du mouvement des femmes communistes pouvait être interprétée dans les pays capitalistes et fascistes comme une forme de néo-malthusianisme similaire euh, aux politiques fascistes ou nazies. Et le mouvement des femmes communistes, selon cette déléguée, je cite, facilitait ainsi involontairement la propagande fasciste dans de nombreux pays européens. En définitive, cette analyse donna naissance à un slogan puissant pour une maternité désirée et heureuse. Et c'est un slogan qui a été soutenu par tous les délégués. La déléguée américaine a estimé que les slogans pro-avortement étaient moins pertinents aux États-Unis que le soutien aux mères et aux enfants et l'accès à la contraception. Elle a mis notamment en garde contre le risque d'aliéner les femmes religieuses qui participaient au Front populaire par le discours pro-avortement. La dernière intervenante, oui, on peut passer au suivant. Oui, encore une fois, Claudia Kirsanova, qui était d'ailleurs mère de 5 enfants, dont 2 adoptés, des enfants des révolutionnaires bulgares. Alors a défendu une position nataliste. Selon elle, seule une minorité de femmes refusait volontairement la maternité, tandis que la majorité la désirait. Pour cette raison, le slogan du mouvement des femmes communistes sur l'avortement devait être reconsidéré et éventuellement remplacé par un slogan mettant en valeur la maternité. Nous voulons la maternité, mais nous avons besoin de conditions économiques appropriées pour être mère. Kirsanova était également consciente des changements potentiels dans la législation soviétique sur l'avortement. En effet, le natalisme gagnait déjà du terrain parmi le leadership soviétique et s'implantait dans le discours politique. Comme Kirsanova l'admettait elle-même, si l'avortement venait à être interdit en URSS, il serait contradictoire que le mouvement des femmes communistes internationales l'encourage à l'étranger. La représentante grecque partageait cette vision et notait que, contrairement au soutien étatique aux mères, une position pro-avortement était mal vue en Grèce. La déléguée bulgare, cependant, est intervenue en soutenant les slogans pro-avortement, affirmant que les avortements médicalisés bénéficiaient du plein soutien des femmes bulgares. Donc, il y a toutes sortes d'opinions qui sont exprimées au sein durant cette réunion. On peut dire que cette discussion démontre une diversité d'opinions parmi les femmes communistes en fonction des contextes nationaux, mais on peut aussi voir un certain penchant vers un discours moins radical sur l'autonomie reproductive, lié d'un côté aux impératifs du Front populaire, mais aussi à une sorte de compétition qui s'installe entre les femmes communistes et les mouvements fascistes ou nazis. Une compétition pour les femmes, pour le soutien des femmes. Ok. Je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Non, je conclue. Oui. Bon, je vais peut-être oui, juste aller non, oui, précédent. Oui, voilà. Et donc, de ces 2 citations, vous voyez un changement de discours. Donc, dans la première citation, on parle que, voilà, nous, les communistes, on aime bien la famille. Donc, il y a cette idée de normalisation du discours communiste sur le genre, la famille. Et la deuxième citation de Krylova aussi, de 1937, qui est vraiment nataliste et qui
Ou encore une fois, elle veut dire, bah, regardez, nous, on veut promouvoir la maternité, on va soutenir les femmes, et donc c'est une sorte de justification aussi de l'abandon de la lutte pour l'avortement gratuit, médicalisé et accessible à toutes les femmes. Je vais peut-être, oui, on peut peut-être aller aux conclusions. Donc, je vous laisse avec mes conclusions. Est-ce qu'il y a une chose que je voulais souligner particulièrement? Ah, donc voilà, ah oui, oui, juste une dernière chose que, oui, ok, donc on n'a plus de slogan pro-avortement, mais la lutte contre les lois anti-avortement continue quand même dans les pays où il y a des lois qui interdisent l'avortement. Donc il y a et tout ce qui est le soutien aux mères et aux familles, les congés maternité, les allocations familiales, l'accès à la contraception, toutes ces revendications de base, ils restent quand même bien ancrés dans le euh, discours du mouvement international, même s'il n'y a plus de vraiment mouvement international euh, coordonné, mais ça reste ancré dans les discours des partis communistes, parmi les femmes communistes des différents partis. Voilà, je m'arrête là et je suis très contente de discuter cela encore. Oui, alors on va devoir relancer le webinaire pour pouvoir accueillir notre discutant Marco Di Maggio, mais on revient tout de suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner les présentations et faire un temps de discussion générale à la fin pour pouvoir rattraper le retard et raccrocher les wagons.